Allez, on enchaîne. Actualité judiciaire très chargée, je vous le disais. Il est 18h37 sur Europe 1 et sur CNews. On va parler de l'affaire Grégory. Ça fait plus de 40 ans qu'on en parle. C'est une histoire qui a passionné les Français. Et plus de 40 ans après le meurtre du petit Grégory, sa grande tante, Jacqueline Jacob, a été une nouvelle fois entendue par la justice, soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui a menacé la famille des années durant. On voit tout ça avec Julia Ferrante et on en parle avec nos invités du soir et avec vous, notamment Sabrina Birlin-Bouillet. Oui. Plus de 40 ans après, elle est soupçonnée d'être l'un des corbeaux de l'affaire Grégory, celui qui a revendiqué dans une lettre l'assassinat de l'enfant. Jacqueline Jacob, 81 ans, vient d'être placée en examen pour association de malfaiteurs. Lors d'une conférence de presse, le procureur général de Dijon, Philippe Astruc, s'est expliqué. La chambre de l'instruction reproche à Madame Thuriot d'avoir participé entre 1982 et 1984 à un groupement ou une entente en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits ayant débouché sur l'enlèvement de Grégory. Les expertises graphologiques et stylométriques attribuent à Jacqueline Jacob 3 lettres anonymes envoyées au couple Villemain, les parents de Grégory. Des courriers de vengeance et de menaces de mort, dont celui revendiquant la mort du petit Grégory, qui avait été envoyé le jour même de la disparition de l'enfant. Maître Alexandre Boutier, avocat de la défense, dénonce une nouvelle erreur de la justice. Elle conteste, comme elle l'a fait en 2017, toute responsabilité et a contesté point à point les charges qui lui sont reprochées. Donc aujourd'hui, la justice est une enfant qui n'apprend pas de ses erreurs. Je vais vous citer 2 jurisprudences, la jurisprudence Dreyfus et Christine Villemain. Cette mise en examen relance l'une des affaires les plus énigmatiques de France. Grégory Villemain avait été retrouvé mort, pieds et poings liés dans les eaux de la Vologne en octobre 1984, à l'âge de 4 ans. Alors, Sabrina Birlin-Bouillet, deux questions. Une première question qui n'est peut-être pas si facile, évidemment. Est-ce que c'est la fin de ce mystère de l'affaire Grégory ? Et rappelez-nous précisément un petit peu le profil de Jacqueline Jacob, qui a 81 ans et qui demeure en liberté ce soir. Oui, tout à fait. C'est la grande-tante par alliance de Grégory. Elle a 81 ans aujourd'hui. C'est un personnage bien connu dans cette affaire. Elle est donc cette fois-ci mise en examen pour association de malfaiteurs, même si elle a été laissée libre. Elle est soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui a menacé les parents de Grégory, les parents Villemain, et revendiqué aussi l'assassinat du petit garçon. En fait, il y avait 2 éléments importants concernant son implication. Il y a à la fois l'appel téléphonique anonyme quelques heures avant que soit retrouvé le petit Grégory et qui revendiquait l'assassinat. Et puis, il y a également ces lettres anonymes, dont l'une en particulier qui s'adressait aux parents de Grégory et qui revendiquait l'assassinat également de petit Grégory. Des expertises graphologiques, stylographiques également confirmaient que Jacqueline Jacob serait l'un des auteurs de ces courriers. Alors, il faut savoir qu'en 2017, Jacqueline et Marcel Jacob, son époux, avait déjà été mis en examen. Elle avait été à ce moment-là poursuivie pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Elle avait fait 4 jours de prison, mais la procédure avait été annulée en 2018 pour vice de forme. Le couple, lui, a toujours nié son implication dans la mort du petit Grégory. Mais voilà, il semblerait en tout cas que l'affaire soit à nouveau relancée. Paul Amar, je commence avec vous. Moi, cette affaire, mais j'ai renoncé vous avez présenté le 20h. Oui, mais j'ai renoncé à comprendre. C'est une affaire de fou. Mais c'est un des plus grands fiascos dans le monde judiciaire. Un des plus grands mystères. Un des plus grands mystères. Je pense qu'on ne connaîtra peut-être jamais la vérité. Je note simplement, pour rebondir à l'un de vos propos sur l'irresponsabilité ou l'impunité de certains, que le juge Lambert, alors paix à son âme, il est là-haut, il s'est suicidé. Il s'est suicidé, a commis une série d'erreurs absolument incroyables. Son successeur l'a même traité d'incompétent. Eh bien, ce juge Lambert, non seulement n'a pas été sanctionné, mais il a été promu. Ouais. Et il a fini sa carrière comme vice-président d'un tribunal de grande instance. Je ne sais plus où, mais comme vice-président du tribunal de grande instance. Et ce qui est tragique, c'est évidemment la mort du petit Grégory. Mais ce qui est tragique, c'est le parcours de ce juge Lambert qui a fini
par se sanctionner lui-même en se donnant la mort dans un geste désespéré. Peut-être connaissait-il une part de la vérité qui nous échappe aujourd'hui, mais je note aujourd'hui, et je continue de tirer les enseignements politiques, je ne suis pas expert comme Sabrina, de la rubrique judiciaire évidemment, mais les enseignements politiques de cette affaire. Voilà un juge qui a créé un fiasco épouvantable, qui a commis erreur judiciaire sur erreur judiciaire, donc ça existe dans le monde de la justice, et qui a été promu. Et où est la responsabilité? Où est la sanction? Il y a une administration, quelle qu'elle soit, qui est en quelque sorte intouchable, comme une caste, face aux justiciables et face à ce que j'appellerais aux corvéables, à merci, et qui ne punit pas, qui ne sanctionne pas, qui déroge à toutes les obligations que nous, Français, subissons. Et là aussi, sur ce point-là, peut-être un jour, faudra-t-il tirer des enseignements politiques. Et il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut tirer des enseignements politiques en 2025. Bon, mon cher Paul Amar. Hein. Et j'ajouterais que le juge Lambert, lorsqu'il s'est suicidé, on a retrouvé une lettre où il s'expliquait, où il disait qu'il n'acceptait pas qu'on remette en question l'investigation et tout ce qu'il avait mis en place dans cette affaire. Juste deux choses. On évoquait l'affaire Lola. Combien d'affaires il y a eu depuis quelques années? Et je fais ça, je fais le parallèle avec l'affaire Grégory, qui a eu un retentissement énorme, parce que c'est un petit garçon, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir? On est en 2025. Il y a 40 ans, on parlait de l'affaire Grégory, et aujourd'hui les affaires se succèdent, et notamment Lola, Philippines, etc. Quelque chose a changé dans notre société, Joseph Tounel. Alors, on a toujours les meurtres des enfants, c'est ce qui nous touche le plus, c'est le meurtre de l'innocence. C'est ceux qui sont normalement intouchables. C'est bien de cela dont il s'agit. Je suis de ceux qui gardent en mémoire l'image de ces deux enfants juifs assassinés par le Hamas. Parce que les enfants, ça nous marque particulièrement. Les enfants Bibas. Vous voyez le parallèle que je fais. Je vois plutôt une évolution. C'est-à-dire qu'avant, avant il y avait. Bon, je connais pas le fond. Je connaîtrais sans doute jamais la vérité dans l'affaire Grégory. En revanche, moi, je connais la vérité dans l'affaire Philippines. Je connais la vérité dans l'affaire Lola. On connaît en tout cas une partie de vérité dans les attentats de Mulhouse, l'attentat de Mulhouse il y a quelques mois, Toulouse. Non mais là, en tout cas, les exemples que j'ai pris, Lola, Philippines, Mulhouse, OQTF. À chaque fois, c'est le même sujet. Et sur l'affaire Grégory, ça serait un roman, on dirait c'est trop. Vous avez quand même le père de la victime qui, d'un coup de fusil, illumine le principal suspect. Vous avez des témoins comme Muriel qui change plusieurs fois d'avis et de témoignages. Vous avez une famille où il y a un autre enfant de 4 ans qui avait été tué par ses parents dans la même famille. Alors c'est bien avant. On voit que c'est une famille quand même assez étonnante, avec des viols familiaux, c'est un roman abominable, avec des manquements, ça a été très bien dit par Paul Amar, de la justice incroyable, mais pas que le juge. Quand on voit que une fois que le corps de cet enfant est retiré de la Bologne, évidemment, il passe devant la main des experts qui sont incapables de dire s'il est mort étouffé ou s'il est mort noyé. Le rapport d'autopsie ne le dit pas. Et les gendarmes doivent faire avec, plus les journalistes aussi, une partie de la presse de l'époque, avaient leur part de responsabilité. Tout le monde s'en était mêlé et la scène de crime avait été polluée. Exactement. Et c'est vraiment le problème dans cette affaire, parce que avec une scène de crime polluée, tout le travail des enquêteurs après est compliqué à mener. Et c'est ce qu'a prouvé cette affaire. Un dernier mot sur le sujet. Ensuite, on reviendra à l'Assemblée nationale. Pour la presse, c'est très important, parce qu'en fait, s'il y en a qui ont fait leur examen de conscience, ce sont les journalistes. La manière de travailler dans les rédactions a quand même changé pour la couverture de ce qu'on appelait des faits divers. Et la loi a évolué d'ailleurs pour protéger les victimes, pour protéger même en principe les fuites, pour éviter les fuites. Normalement, elles sont sanctionnées. Procureur, magistrat, c'est toujours pas le cas, mais l'identité et les accusations dans la presse, parce qu'on a accusé directement les Villemains d'être responsables. Normalement, on pourrait plus le faire aujourd'hui. Simplement, ce qui a évolué aussi, et aujourd'hui, pourquoi? Peut-être, on espère encore avoir des réponses. C'est la science. Grâce à la science aujourd'hui, grâce à l'ADN, grâce à de nouvelles technologies, on peut peut-être aujourd'hui obtenir des nouvelles réponses, des cordelettes notamment, les cordelettes qui ont servi de lien pour le petit Grégory, et puis des lettres, et peut-être savoir aujourd'hui qui est véritablement le corbeau.